sur le saut en longueur. On repart à l'arrière du classement pour les essais avec la brésilienne qui vient d'effectuer son 5e essai, non la portugaise pardon, qui vient de faire son 5e essai, qui est marqué à 5,17 m, pas d'amélioration pour elle, qui reste à la 8e position avec ses 5,27 m. C'était son 8e, son 5e essai, sa 5e tentative, et elle va être suivie dans cette course par justement l'autre brésilienne de ce concours, c'est Félix Barbosa, qui est pour l'instant en 3e position de ce classement. On a les deux brésiliennes qui font 2 et 3 sur ce podium, et on le rappelle, donc la polonaise Kucharczyk qui a effectué un magnifique saut à 6,01 m. On ne s'y attendait pas à ce saut, je l'avoue. Et donc là maintenant c'est au tour de Félix Barbosa, la brésilienne, qui est au bout de cette course d'élan. Elle prend un peu moins d'élan que certaines autres athlètes. Le vent souffle moins à Charletti. Elle est partie, elle joint les deux pieds avant de partir 1, 2 et maintenant 3 fois. Et ça y est, c'est la 4e fois et elle est partie. Elle fait une longue course d'élan très rapide et elle a ralenti encore une fois, la brésilienne, avant de franchir la planche. La décision, oui, les juges arbitres brandissent un drapeau blanc, ce qui signifie que la planche va être validée. Et le saut comptabilisé 5,49 m pour elle, qui améliore sa marque mais qui ne va pas passer devant sa collègue Cassiano da Silva en seconde place du classement, et c'est 5,97 m. Et ça va donc être au tour ensuite de la Turque, Fatma Damla Altin, qui est déjà sur la piste d'élan en train d'attendre que les juges lui disent de commencer son saut. Elle est positionnée dans une position assez, somme toute assez surprenante. Les bras levés vers le ciel, une jambe en avant. Je pense qu'elle est en train de visionner son saut et son envol. Elle va se présenter le drapeau blanc et brandi pour Altin. Elle est au niveau de sa position. Elle va demander le soutien du public, un clapping. Allez, encourager la Turque, 7e pour l'instant. Si elle veut une amélioration, il va falloir aller chercher les 5,39 m de sa compatriote. Ça y est, elle est partie, Altin, qui doit combler 1 cm. C'est parti assez haut, au-dessus du bac à sable. C'est validé par l'arbitre qui a brandi le drapeau blanc. On va attendre de voir sur le tableau lumineux quelle est la marque donc de Fatma Delma Altin. 5,37 m. Elle égalise sa 2e tentative, qui était la 2e meilleure, mais n'améliore pas ses 5,38 m pour l'instant. Elle va être suivie par sa collègue turque Esra Bayrak tout de suite en 6e place de ce classement, juste devant donc Fatma Delma Altin, qui est restée à cette 16e place au classement 7e place au classement provisoire. On la voit, hein, Esra Bayrak qui effectue des étirements. Elle joint les deux mains au-dessus de sa tête, puis se penche en avant pour s'étirer. C'est une grande souplesse dont elle fait preuve, la Turque. Et évidemment, c'est une discipline, le saut en longueur, où la souplesse est une qualité importante, une compétence à avoir. Ça y est, elle est partie dans cette course d'élan. Elle va venir ralentir juste avant la planche. Non, même pas. Et c'est justement la raison pour laquelle elle a mordu la planche. Je pensais qu'elle allait ralentir, puisqu'elle semblait plutôt proche justement de cette planche, mais justement elle a mordu, malheureusement pour elle. Et son 5e essai qui ne va donc pas être comptabilisé, tandis que la Croate Michela Ritoski est positionnée immédiatement sur la piste d'élan. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que la Croate a réussi à calmer ses nerfs? Est-ce qu'elle a trouvé le chemin du calme et de l'apaisement? C'est effectivement la question qu'on se pose, puisqu'elle semble s'impatienter du côté de sa piste d'élan. Elle se cache la bouche, elle se cache le visage. Elle est impatiente, elle fait les 100 pas. Il y a toujours
un des deux officiels sur le bac qui savent faire plus que l'autre, qui passe un peu plus de temps, très minutieux. Cet homme qui s'occupe de lisser le bac. Et ça y est, la Croate va pouvoir partir la main contre la piste. De grandes enjambées défoulées avec des montées de genoux très très hautes. Ça saute plutôt bien. On va voir jusqu'à où ça s'est allé. Pour l'instant, sa meilleure marque est à 5,40 m donc. Et elle tient cette 5e place depuis son 4e essai, où elle a été reléguée. Elle était 4e juste avant. On attend toujours que le panneau lumineux nous indique cette mesure. 5,23 m. Pas d'amélioration pour elle, mais elle réalise quand même sa 2e meilleure performance de la soirée. Alors est-ce qu'elle s'est calmée? Donc la Croate, pas vraiment on dirait. Non. Elle se saisit assez brusquement de son t-shirt pour venir voilà, plutôt un sweat en fait pour venir se couvrir, alors que le vent s'est calmé, mais il y a tout de même un petit courant d'air frais. Et la japonaise, donc Sonomi Sakai, va essaye d'implorer le ciel pour s'encourager dans cette course d'élan. Elle qui est pour l'instant en 4e place au classement provisoire, avec son maillot de couleur rose fluo, je le rappelle. Elle est au niveau de sa marque, hein. On la voit, sa marque de couleur rose fluo justement, comme son maillot. Elle fait des grands gestes avec ses bras, des montées de genoux qui sont pas très hautes mais qui lui permettent quand même d'aller vite. Et c'est un saut, elle semble contente d'elle. En tout cas, est-ce qu'elle va aller au-delà de cette 4e place? Elle n'est pas loin de celle du podium détenu par Félix Barbosa à 5,49 m. On va attendre d'avoir la marque du côté des juges arbitres. 5,42 m. Aïe, ça passe pas loin. Il manque pas grand chose, 2 cm seulement. Des écarts qui sont à certains moments du classement vraiment très très minimes. C'est assez intéressant à suivre. Mais elle semble tout de même contente d'elle, hein, puisqu'elle salue la foule. Elle penche son corps en avant en guise de salut pour ceux qui l'ont soutenue durant cette course d'élan. Et c'est donc au tour de la record woman du monde, Kucharczyk, qui va partir bientôt avec son élan, sa prise d'élan très très longue. Elle est d'ores et déjà placée sur cette piste justement, les mains posées sur les hanches en train de regarder autour d'elle. Et elle s'avance, elle a compris que ça allait être imminent. Les officiels ont terminé de ratisser le bac à sable. On enlève le plot et on brandit tout de suite le drapeau blanc. Le chronomètre est déclenché. Elle va pouvoir partir, la polonaise. Un grand pas en arrière. Elle se penche les épaules bien en arrière et part très très vite avec une prise d'élan qui est très régulière. On va attendre de voir ce que la planche dit, ce que le juge dit de cette planche. C'est validé. La planche est bonne. Alors maintenant on va se pencher et regarder, attendre de voir quelle est cette marque justement menée par Kucharczyk. Bien qu'elle était un peu excentrée, c'est un excellent saut. Et 6,08 m pour la polonaise Kucharczyk qui donc s'inscrit avec voilà, un pas d'acier dans cette première place du classement général provisoire. Pour l'instant elle n'a fait qu'améliorer. Oui, c'est vrai. Elle a fait 5,86 m lors de la première tentative, 2 tentatives manquées en 2 et 3, puis 6,01 m et maintenant 6,08 m. C'est exponentiel pour elle. Je veux au moins un 6,50 m pour son 6e et dernier essai. En tout cas, la médaille d'or s'approche bien pour elle. Mais attention, parce que là, ça va être au tour de la brésilienne Cassiano da Silva de s'élancer. Elle est déjà positionnée sur la piste d'élan. Sa meilleure marque se situe à 5,97 m. C'est pas si loin que ça des 6,08 m de Kucharczyk. Et elle aussi n'a fait qu'améliorer dans ce classement. Effectivement, c'est vrai, sa dernière tentative était manquée, mais par contre les 3 premières étaient d'une amélioration constante. 5e tentative très attendue. C'est d'ailleurs déjà parti pour Cassiano da Silva et le saut est parti aussi assez loin. On va voir le public en tout cas a l'air très satisfait de ce saut. Ceux qui sont en face, la planche est validée par l'arbitre, le drapeau blanc est brandi. On va attendre de voir ce que le panneau nous indique. 6,08 m sont à aller chercher pour la brésilienne pour essayer de chipper cette première place et de la retrouver, elle qui l'a occupée à 2 instants du concours. Ah non, il n'y aura pas d'amélioration. 5,95 m.
C'est sa deuxième meilleure tentative. Et il n'y aura donc pour l'instant pas de médaille d'or. Elle conserve sa deuxième position. Oui, c'est tout de même un beau podium pour l'instant pour le Brésil qui, je le rappelle, est en seconde et en troisième place du classement provisoire avec ses athlètes Cassiano da Silva et Félix Barbosa. Tandis qu'on replace encore une fois le sable du côté de cette aire de réception avec, comme vous l'avez dit Hugo, un homme toujours très minutieux dans son travail, qui est toujours le dernier à s'asseoir sur la chaise avec son espèce de raclette. Ouais, il vient aplanir le sable pour que la sensation pour les athlètes, la marque soit la plus visible du côté du tableau électronique. Et c'est Felipe Anna qui est pour l'instant 8e de ce classement, qui va effectuer son 6e et dernier essai. Ce sera le dernier essai pour chacune des 8 athlètes. Et la portugaise qui est pour l'instant 8e de ce classement, a les mains sur les hanches dans sa tunique, sa combinaison de couleur verte. Elle patiente avant que justement l'homme qui ratisse le sable n'ait fini son travail. On va bientôt pouvoir retirer le plot puisque ce gentil monsieur a fini de balayer les contours de cette aire de réception. Et Anna Felipe qui attend toujours que le moment soit opportun, tandis que l'on vient tendre une feuille du côté des juges arbitres. Et ça y est, le plot va pouvoir être retiré, ce plot de chantier de couleur orange et blanc. Et Anna Felipe qui est partie dans cette course d'élan tout de suite avec de grandes enjambées. Elle va venir taper la planche, mais non, c'est manqué, c'est mordu. On brandit effectivement un drapeau de couleur rouge qui signifie que la portugaise a mordu, et elle terminera donc à cette 8e place du classement, qui est tout de même honorable, hein, puisque on rappelle qu'il y avait 16 athlètes en lice dans ce classement. 8e place qu'elle a acquis au moment de son 3e essai, qui était décisif pour elle, donc c'est aussi pas trop mal d'avoir réussi à se sauver comme ça pour elle. On va attendre désormais les essais des deux Turcs pour attendre de voir ce qu'elles vont faire. Justement, donc Damla Fatma Altin, la Turque enlève son gilet, voilà, elle le jette sur le sol. Elle qui a une tunique de couleur noire, un pantalon de survêtement de couleur noire et un débardeur noir lui aussi. On voit son dossard qui est la seule marque de blanc sur ses habits. Tandis que toujours cet homme très minutieux balaye le sable dans cette aire de réception. Et petite précision, pardon, on va d'abord rester sur la Turque qui est donc en train qui va bientôt prendre son élan, pardon. Petit mouvement de balancier, les mains en avant, et ça y est, elle s'élance très vite. Il y a la foulée qui s'allonge pour la Turque, qui prend une planche assez large, semble-t-il. En tout cas, de notre position, c'était validé, et c'est validé justement par l'arbitre qui lève le drapeau blanc. Et désormais, on va attendre la marque de Fatma Damla Altin. 5,32 m pour elle, qui n'améliore toujours pas et qui restera donc à cette 7e place. Suite du concours dans quelques instants. Juste petite précision, si vous avez été assidu et si vous vous attendiez à voir tous les résultats de toutes les courses, vous auriez bien eu raison de noter qu'il n'y a pas eu de départ pour l'instant des séries des 400 mètres T38 féminins. C'est normal, il y a eu 2 abandons en amont de la course. Je vais essayer de trouver de qui est-ce qu'il s'agit. Ces 2 abandons qualifient donc de fait les autres concurrentes de ce 400 mètres pour la suite du concours. Il n'y aura donc pas de départ ni pour la première série qui devait démarrer à 20h06, ni pour la deuxième de 20h16 puisque voilà, s'il devait y avoir un départ, les positions seraient déjà prises pour les athlètes. Or, ils ne sont toujours pas là. Retour donc au concours de saut en hauteur.
Et c'est justement Ezra Bayrak, la Turque en 6ème position pour l'instant, qui vient d'effectuer un joli saut. C'est un joli saut pour elle qui a un saut de référence, je le rappelle, à 5,39 m. Et malheureusement pour elle, c'est dommage puisque la planche a été mordue. Et donc cette partie rouge donc, de la planche, comme on vous en a parlé, va être retirée pour être remplacée par une autre. Du côté de l'aire d'atterrissage en sable, on a les deux juges arbitres qui sont en train de ratisser et d'aplanir la surface. Parce qu'on a la très explosive Michaela Ristoki qui est impatiente encore une fois. Je pense qu'il ne va pas falloir faire durer trop le suspense avant qu'elle n'éclate. 5,40 m pour la Croate au moment de son deuxième essai. C'est sa meilleure tentative qui lui a permis d'être 4e. Elle a ensuite été reléguée à la 4e place par ses concurrentes. Il va falloir aller chercher encore et toujours les 5,44 m de la japonaise Sonomi Sakai. Et c'est parti d'ailleurs pour la Croate qui part loin. Ça va être mesuré par les juges qui ont brandi le drapeau blanc. On va attendre de voir quel va être le résultat et quelle va être la marque de ce saut. Elle est tournée du côté du panneau d'affichage tout comme nous, mais malheureusement ça ne va pas allumer. 5,22 m, ce ne sera pas suffisant. Pour aller décrocher la japonaise Sonomi Sakai. Et j'ai une information sur justement le 400 mètres qui devait se tenir tout à l'heure et même maintenant qui aurait dû se tenir à l'instant où on parle. J'ai le nom de celles qui ne sont pas parties et qui n'ont pas pris part à la course et qui ont qualifié de fait leur concurrente. Il s'agit de la colombienne Darian Jiménez qui a quand même déjà l'or au 100 mètres et l'argent aux 200 mètres en T38 dans ces championnats du monde et le bronze à Tokyo, donc un assez bon palmarès. Et puis Alice Smith, la britannique, qui avait déjà été disqualifiée et qui n'est pas partie dans ses courses du 100 mètres. Donc c'est la deuxième fois que Alice Smith ne part pas dans cette série et qui qualifie donc toutes ses autres concurrentes. Du côté du saut en longueur, on va y revenir puisqu'on a les 4 dernières concurrentes qui vont effectuer leur dernier saut dans ce concours du saut en longueur T20 pour cette finale. Et justement Sonomi Sakai qui va prendre la marque de la planche, ça va être limite. Oui, non, c'est mordu. Et elle va donc rester à cette 4e place qui est presque la pire place au classement puisqu'elle manque de peu le podium. La moins bonne des autres. Et oui, et on aura donc assuré sur ce classement, sur ce podium, la polonaise Karolina Kuczurazik en première place. Enfin, pas en première place, on va attendre d'avoir les autres sauts. Oui, pour l'instant, première place. Oui, pour l'instant. Provisoire. Provisoire, je le rappelle. Et puis on a les deux brésiliennes, Cassino da Silva et Félix Barbosa en seconde et 3e place pour l'instant, puisque c'est un classement provisoire. Et c'est justement au tour de la brésilienne Félix Barbosa de faire sa 6e tentative. Sa meilleure marque pour l'instant se situe à 5,49 m. C'était juste à la 5e tentative qu'elle a améliorée. Pour aller chercher cette 2e place et changer le métal de sa médaille, il faudra faire minimum 5,97 m pour avoir l'argent et 6,08 m pour se parer d'or. On va voir ce que la brésilienne va pouvoir nous donner sur cette dernière tentative pour elle. Pas évident avec cette musique de se concentrer. Ce sera peut-être pas le meilleur moment pour elle de sauter. On lui a déjà présenté le drapeau blanc. Qui sait, peut-être que cette musique entraînante peut au contraire la motiver. Elle effectue des petits mouvements, elle essaye de joindre les pieds. Et ça y est, au bout du 3e joignant de pied, elle est partie. Et elle va frapper la planche, ça va être limite. Mais non, c'est sans appel pour les juges arbitres. Le saut est invalidé. Elle a mordu la brésilienne Félix Barbosa. Et elle va rester à cette 3e place au classement. Elle court du côté de cette aire d'attente pour venir embrasser, câliner son coach du côté des tribunes. C'est encore une fois une belle image dans ce concours. Elle qui est assurée désormais d'avoir une 3e place.
Mais justement, cette place pour sa collègue Cassiano da Silva, sa seconde place, elle, qu'elle détient, elle n'en veut pas. Elle veut la première place du classement et elle est déterminée, hein, la brésilienne. La prise d'élan de Félix Barbosa a été assez moyenne étant donné qu'à la fin elle a ralenti et c'est ça qui lui a empêché de faire une bonne planche. Il y avait une mauvaise estimation de la distance ou en tout cas soit de la longueur soit du nombre de ses foulées. Et là c'est sa compatriote Cassiano da Silva qui va peut-être tenter elle aussi de changer la couleur de sa médaille et de son métal. 5,97 m, c'est sa meilleure marque. 6,08 m, c'est Samir qu'elle a, j'imagine, bien ajusté. De la concentration pour elle, c'est évidemment ce dont elle a besoin. Elle est d'ores et déjà placée sur la piste d'élan. Le chronomètre a été déclenché. Il reste 45 secondes. Et ça y est, elle va déclencher son élan avec des petites foulées très rapidement allongées, avec les bras qui se balancent très très fort sur les chaque côté du corps. Très très bon saut, effectivement. Un atterrissage parfait. Le saut est validé, la planche est validée. On va attendre de voir la marque. Va-t-elle dépasser la barre des 6 mètres? Quelle va être la couleur de sa médaille pour Cassiano da Silva? Pour l'instant, en seconde position, 5,69 m. Ah, ça, c'est sa moins mauvaise marque mesurée, tout simplement. Ça me semblait de notre position en tout cas. Sa plus mauvaise, moins mauvaise c'est la meilleure. Donc c'est la plus mauvaise marque mesurée pour elle. Ça semblait être un excellent saut pour la brésilienne, mais qui va donc rester à sa seconde place, qui enfile donc tout de même comme ça compère un drapeau brésilien sur les épaules. Et c'est Karolina Kucharczyk, la polonaise, qui va désormais essayer de battre pourquoi pas son record du monde établi à 6 mètres 21. Elle est assurée de la première place au classement. Elle est déjà championne du monde, la polonaise. Il n'y a plus que son propre record à aller chercher maintenant. Ça y est, la course est déclenchée avec une prise d'élan très très rapide, très tonique, beaucoup d'impulsion. Ah bah non, finalement elle a décidé que son saut ne serait pas fait, mais c'est pas grave parce qu'elle est quand même championne du monde. Kucharczyk, elle va aller chercher, évidemment, comme on le fait maintenant depuis tout le début de ces championnats, elle va aller chercher son drapeau national de rouge et de blanc. Elle va célébrer évidemment avec son coach qui est dans les tribunes, qu'elle va embrasser. Pas d'effusion d'amour comme pour les brésiliennes. C'est assez marrant la différence et le contraste entre les deux modes de célébration. Là la polonaise elle est vraiment dans le débriefing quoi, avec son coach, la main gauche posée sur la barrière, les pieds croisés, debout, en train de parler à son coach. Certainement de son dernier saut. Elle ne l'a que checké, prise dans ses bras un quart de seconde et puis c'est tout. Elle est presque comme... Elle célèbre, ça y est, elle a fait une petite pause pour les photographes, on lui a lancé son drapeau. Elle était presque, comme vous l'avez dit Hugo, en train de débriefer entre deux sauts, alors que désormais maintenant elle est beaucoup plus festive, puisque elle a le drapeau polonais donc derrière elle et elle vient d'effectuer un saut en direction des photographes, un deuxième désormais, et elle va venir se joindre aux deux brésiliennes à sa droite pour la photo finale de ce classement. Très jolie image des deux brésiliennes qui portent leur drapeau et qui entourent de part et d'autre de chaque côté la polonaise qui elle aussi porte son drapeau. Jolie image bien capturée par les photographes juste devant elle et qui permet de clôturer d'une très belle manière ce concours de saut en longueur. Donc on le rappelle, hein, ce classement, alors pas le classement final mais au moins les trois médaillés. Donc Karol Kucharczyk qui termine à la première position, médaillée d'or dans ces championnats du monde avec ses 6,08 m. Cassiano da Silva, la brésilienne, donc va terminer deuxième avec 5,97 m. Et l'autre brésilienne, sa compatriote Félix Barbosa, termine troisième, médaille de bronze avec 5,49 m. C'était assez juste hein, pour elle parce que la japonaise était pas très loin derrière à 5,44 m. Et même la croate Michela Ristowski à 5,40 m. Les écarts pas si colossaux que ça dans le top 6, même dans le top 7 d'ailleurs. Et en tout cas c'est la fin de ce concours de saut en longueur. Et donc on va pouvoir peut-être passer du côté du 100 m T51 puisqu'on a la finale de cette discipline qui va pouvoir se dérouler dans quelques instants.
Et donc Hugo, qui sont les participants de cette finale? Ouais, alors juste avant, on va juste vous préciser qu'il ne reste que des courses pour ce soir. Oui. Les lancers sont quasiment terminés. Il en reste 2, si je ne dis pas de bêtises, qui sont toujours en cours. Et si vous voulez les suivre, c'est évidemment du côté de l'autre canal, avec les commentaires de Tao Coubrin et d'Oscar Le Breton, qui auront à cœur de vous faire vivre ces championnats du monde de lancer. Mais nous, on est sur la course et là c'est effectivement la finale du 100 mètres T11 masculin, T51 pardon, masculin. Et donc la présentation de nos athlètes qui vont nous faire vibrer avec en première position. Alors petite précision, le T51 c'est un 100 mètres fauteuil. Donc les athlètes ne courent pas mais roulent en fauteuil et vont faire la course en fauteuil. Donc le Sud-Africain Pieter Duperes dans le couloir numéro 1. Dans le couloir numéro 2, du Costa Rica, Ernesto Fonseca. Ensuite, le Finlandais Toni Pispanen, pardon, qui a eu l'argent à Tokyo et qui est champion du monde en titre. Ensuite, dans le couloir numéro 4, le Belge Roger Apsch, qui a le record du monde dans les pattes, dans les pattes, non, pardon, mais en tout cas qui a battu le record du monde, puisqu'il en est le possesseur et qui a eu le bronze à Tokyo. Dans le couloir numéro 5, le Canadien Cody Fournier. Dans le couloir numéro 6, le Belge Peter Ganin. Lui est le champion paralympique en titre et le vice-champion du monde. Dans le couloir numéro 7, nous aurons l'Algérien Mohamed Beral avec son record d'Afrique. Et enfin, pour clôturer ce 100 mètres et la présentation des 8 hommes qui vont se battre dans le couloir numéro 8, justement, Edgar Cesareo Navarro, le recordman des Amériques, qui avait eu le bronze lors des derniers championnats du monde en 2019 à Dubaï. Pourquoi je dis que le recordman, le Belge Roger Apsch est le grand favori? Eh bien tout simplement parce qu'il a surperformé ce matin et fait tomber son propre record du monde. C'était ce matin, vous l'avez certainement suivi. Il a fait tomber le record du championnat, pas le record du monde. Il en est le possesseur du record du monde depuis pas très longtemps, puisque c'est en mai 2023 qu'il l'a battu en Suisse à Arbonne. Donc peut-être une nouvelle amélioration cette fois-ci au moment de cette course. Les 8 coureurs sont sur la ligne de départ, prêts à partir. On demande au public de Charletti de faire le moins de bruit possible pour aider les athlètes à se concentrer au maximum alors qu'ils se placent sur leur marque, les mains sur les mains courantes. Le Belge Apsch, couloir 4. Attention quand même à son compatriote aussi. Champion paralympique 2 couloirs plus loin. Et ça y est, c'est parti, il va falloir pousser sur les bras, messieurs. Dans le couloir numéro 1, Duperes est complètement largué. Et par contre, les deux Belges, justement, tiennent leur rang de favoris, avec quand même une petite avance pour Apsch. Une bataille de compatriotes pour l'instant qui sont au coude à coude. Guénid prend quand même un petit peu d'avance et c'est lui qui va terminer en tête. Classement final, Peter Genin, le champion paralympique, vice-champion du monde, qui devient champion du monde ce soir, suivi de très très près par son compatriote Roger Apsch. Qui cède qui est juste vice-champion du monde. Et pour terminer le troisième de ce championnat, je crois que c'est le Finlandais Toni Pispanen. Je vais attendre de voir le résultat oui voilà, c'est ça, c'est Pispanen qui a fini à la troisième place et qui sera donc médaillé de bronze, lui qui avait eu l'argent à Tokyo. Et on s'est livré une belle bataille du côté des deux Belges, donc qui se sont fait une accolade à la fin de la course, puisqu'ils se sont effectivement tenus tête durant la grande partie de la course, mais c'est donc Et on nous annonçait un record du championnat, c'est ça le plus important. Record du championnat donc battu par Peter Genin, qui le chip à Roger Apsch qu'il avait battu ce matin, tout simplement. Voilà. Donc ça montre à quel point les deux Belges étaient vraiment largement au-dessus du lot. Alors que donc les différents athlètes qui viennent d'effectuer cette finale
T51 sur 100 mètres sont en train d'effectuer leur tour de relâchement derrière la cage de lancer où se déroulent pour l'instant deux compétitions. Ils sont en train de terminer leur tour. Et les athlètes fauteuils là qui ont presque terminé un tour complet du stade Charletti. Autant vous dire que les 300 derniers mètres se sont déroulés d'une manière bien plus lente que les 100 premiers. Ça discute entre eux. On voit notamment justement le vainqueur Peter Jenin qui est avec un de ses concurrents en train de faire le débrief de la course. Il roule vraiment à allure extrêmement modérée, et c'est un euphémisme de le dire, tant ils sont lents. Du côté du saut en longueur, on voit même que on est en train de remballer, on est en train de ranger notamment les marques de mesure au moment où les athlètes du fauteuil passent devant la tribune. C'est vrai qu'ils sont lents, mais ils ont fait un énorme effort durant ces 100 mètres. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment une grande capacité physique qui est employée par ces 8 coureurs pour aller le plus vite possible. Donc, dans ces 100 mètres là, justement, certains athlètes, notamment les tout meilleurs et le Belge en particulier, alors Roger Hatch en l'occurrence, peut-être que les autres le font également, concourent l'entièreté du 100 mètres en apnée. Enfin, ne respire pas pendant une dizaine de secondes, pendant une vingtaine de secondes, et font une performance incroyable avec une respiration à la rigueur, mais ils sont en apnée ou sinon en quasi-apnée, et donc puisent dans leur réserve d'oxygène sans apport d'oxygène. Ce sont des performances vraiment inouïes. Puis surtout, il faut déployer énormément de puissance dans les premiers instants, puisque c'est faire bouger un fauteuil ainsi que son corps, tout simplement à la force des bras alors qu'il est immobile. Ça demande énormément de moyens, et donc dans environ les 3 premiers coups de bras, on déploie toute sa force, et ensuite c'est simplement des poussées avec les paumes de la main légèrement pour continuer à faire avancer le fauteuil, évidemment. Et on peut vous le confirmer que c'est compliqué parce que cet après-midi on peut aussi parler de cette petite fierté en attendant la prochaine course. Cet après-midi s'est tenu un relais 4 x 100 mètres des médias. Alors évidemment c'était au moment de la fermeture du stade, et c'est la team audio description qui a complètement roulé sur cette course, puisque la team audio description séparée en 2 groupes a terminé première et deuxième avec 2 temps magistraux. Et bien devant les autres concurrents. Donc vous faites bien d'écouter l'audio description, puisque en plus de vous commenter ces championnats du monde, eh bien on les expérimente et on les remporte même. Oui, même pour cette course média, donc avec les autres médias ici présents au stade Charletti, le résultat a lui aussi été sans appel. On a vraiment survolé le reste des athlètes, alors que juste sous nos yeux, on a le départ du 800 mètres T34 qui va avoir lieu, tandis qu'à notre droite, on a les 3 athlètes de la course précédente, les 2 Belges et le Finlandais, qui étaient en train de poser devant les photographes. Ils sont exténués, hein, les 2 Belges. Il se voit notamment le numéro 4 qui peine à sortir de la piste, alors que c'est sa compère de la course suivante, Joyce Lefebvre, qui attend pour se placer tout simplement sur sa ligne. Un Belge en remplace une autre. Et oui, une Belge en remplace un autre pour le coup. Exactement, et on va pouvoir commencer les présentations des 7 athlètes qui vont effectuer ce 800 mètres T34 pour cette finale. Donc dans le couloir numéro 1, on aura l'Australienne Sarah Clifton Bright avec son maillot de couleur vert foncé ainsi que son casque blanc. On la voit, elle est bien penchée sur son fauteuil. Elle sûrement visualise l'épreuve qui lui attend. Donc 2 tours de terrain de ce stade, de cette piste bleue à Charletti. Elle a les mains sur les mains courantes de ce fauteuil, désormais sur le sol. Elle a aussi une de ses mains sur la poignée de direction qui mène donc à cette petite roue qu'il y a juste tout au bout du fauteuil pour mener la direction de ce fauteuil, surtout dans les virages.
Et oui, quelques petites précisions sur les fauteuils justement qui sont très particuliers. Une roue devant, 2 roues derrière comme à l'accoutumée. Très profilés ces fauteuils qui sont très particuliers, vraiment typés course, conçus pour la course. Chaque athlète a un fauteuil différent qui est même moulé à sa taille, vraiment sur mesure. Donc tout pour la performance. Il y a aussi effectivement plusieurs types de fauteuils, plusieurs types de roues. On voit par exemple des roues pleines, tandis que certaines autres athlètes ont des fauteuils avec des roues voilà, avec du vide tout simplement. 4 rayons seulement, 4 rayons de carbone. Qui sont donc plus légères mais avec des performances aérodynamiques moins importantes. C'est un calcul à faire du côté des ingénieurs, tandis que dans le couloir numéro 3 on aura Carré Adegningan pour la Grande-Bretagne qui se lancera donc dans le couloir numéro 3. Ensuite dans le couloir numéro 4 on aura Fabienne André pour une nouvelle fois la Grande-Bretagne, suivi à sa droite un peu devant par Eva Houston pour les États-Unis d'Amérique dans le couloir numéro 5 avec son maillot de couleur violet et bleu. Ensuite dans le couloir numéro 6 on aura Anna Cockcroft, la britannique, qui est la favorite, la grande favorite de cette course, qui est sans appel. C'est une vétérante, Anna Cockcroft, née en 1992. Elle a tout gagné, elle a tout fait. Et elle sera suivie à sa droite par Mo Onodera pour le Japon, qui est déjà penché sur son fauteuil alors que le départ va bientôt être donné. Et enfin dans le 8e couloir on aura Joyce Lefebvre pour la Belgique et son maillot couleur du drapeau belge, donc rouge, jaune et noir. Les athlètes qui vont se placer sur leur ligne alors qu'on va aborder les 2 tours de ce 800 mètres de cette finale féminine du T34 et on est parti directement, on est parti très fort du couloir numéro 2 avec Carré Adegningan qui sort très bien, mais c'est aussi le cas pour Anna Cockcroft qui a eu un peu de mal à démarrer, mais ça y est, on est lancé et on est parti dans cette course. C'est un peu moins bien du côté de Sarah Clifton-Blight qui est tout de suite distancée par les autres athlètes alors qu'on a un peloton de 4 athlètes au milieu et ça se détache du côté de Carré Adegningan et Anna Cockcroft dans le 6e couloir. Ah oui, on est très bien lancé du côté de Anna Cockcroft. Carré Adegningan entre dans le premier virage tout simplement alors que Anna Cockcroft est déjà presque à la sortie. On a démarré très fort du côté du 3e couloir, mais c'est... Et passer une certaine distance, les athlètes ont le droit de sortir de leur couloir, peuvent sortir de leur couloir, oui. Et maintenant c'est la piste entière qui compte pour les distances. Et justement, Anna Cockcroft est dans le couloir numéro 1 et vient de passer la ligne d'arrivée alors qu'on va aborder ce dernier tour, la cloche qui vient de retentir du côté des juges arbitres. Et on voit mal comment Anna Cockcroft pourrait être détrônée dans cette compétition alors qu'on a un joli peloton avec... La belge Joyce Lefebvre, la japonaise Mo Onodera, l'américaine Eva Houston et enfin Fabienne André qui sont dans un peloton et qui viennent sortir du premier virage alors que Anna Cockcroft survole et ça part du côté de Houston. Houston qui est vraiment en train de se détacher là du peloton pour la 3e place. C'était plutôt disputé jusque là et c'est vraiment elle qui prend la marque pour l'instant. Oui, le podium qui se dessine alors que Anna Cockcroft arrive dans cette dernière ligne droite. Elle est maintenant à 50 mètres de la ligne d'arrivée et à moins d'une crevaison ou d'un obstacle elle ne pourrait pas être empêchée de ce titre de championne du monde T34. Essayez, c'est validé. Elle va être suivie par Carré Adegningan qui franchit la ligne maintenant et derrière ça va se jouer non, ça ne va même pas se jouer puisque c'est c'est Houston qui s'impose à la 3e place sans problème. Avec son casque de couleur rose et son maillot, son débardeur de couleur rouge. C'est sans appel, c'est Anna Cockcroft en 1 minute 51 et 57 centièmes qui va terminer première de ce classement devant Carré Adegningan. Et c'est 1 minute 59, donc 8 secondes d'avance sur la seconde au classement. Suivi en 3e place par Houston en 2 minutes 08 et 74 centièmes alors que sous nos yeux Sarah Clifton-Blight pour l'Australie et son maillot vert vient de terminer la course sous les applaudissements du public ici à Charletti. Une course pour le coup vraiment nettement gagnée pour Cockcroft. Ça a été un petit peu plus indécis pour Houston qui est resté dans le peloton pendant, allez, on va dire
les 500-600 premiers mètres et a vraiment décidé de partir clairement dans les 200 derniers mètres, qui s'est détaché à l'entame du dernier virage pour aller s'imposer pour la troisième, dans la bataille pour la troisième place. Elle n'était pas loin d'être rattrapée par Fabienne André, qui était tout de même 20 mètres derrière elle environ, et quelques dizaines de mètres en plus, ça pouvait être fatal pour elle, Fabienne André, mais elle s'assure tout de même de cette quatrième place ici au Stade Charletti. Et deux officiels sont d'ores et déjà en train d'attendre les Anglais avec l'Union Jack dans les mains pour le tendre à nos deux médaillés d'or et d'argent d'outre-Manche qui s'en saisissent tout simplement. Les officiels sont même en train de les disposer sur les épaules de Cockcroft d'une part et de sa compatriote ensuite. On donne aussi évidemment un drapeau américain, le drapeau américain qui doit être placé d'une façon très particulière. C'est vraiment Houston qui corrige l'officiel pour lui dire non, mettez bien les étoiles à ma droite. C'est de cette façon-là que se positionne le drapeau américain. Et c'est vraiment, en plus, une petite anecdote assez rigolote, c'est vraiment quelque chose dont les Américains tiennent à cœur. Ils tiennent au fait que le drapeau américain soit dans le bon sens à chaque fois. Et c'est pour ça que l'américaine Houston a demandé explicitement à l'officiel qui lui a tendu son drapeau à ce qu'il soit correctement mis sur ses épaules. C'est assez étonnant. C'est par exemple le cas dans la conquête spatiale américaine. On a sur les navettes spatiales le drapeau qui est effectué dans les deux sens pour qu'il soit bien lisible des deux côtés de la navette spatiale, alors que normalement il devrait être inversé suivant le sens évidemment. Mais donc là alors je crois que dans tout ce qui est véhicule, quand c'est justement un véhicule, ça doit se faire dans le sens du vent. C'est-à-dire que si le véhicule avance, il faut qu'on imagine que le drapeau est en train de flotter sur le véhicule dans le sens du vent. Par exemple, une voiture, on mettrait le drapeau effectivement entre guillemets à l'envers dans un des côtés, parce que justement le vent entraînerait le drapeau dans ce sens-là s'il y avait un mât imaginaire qui le tiendrait par l'endroit habituel où il devrait être tenu. Et c'est très particulier à voir justement. C'est une règle qu'on n'a pas du tout en France. Nous en France, on prend le drapeau, le tricolore, et puis on le brandit comme on peut quand on est content. On s'occupe pas de savoir, bon, j'ai mis le bleu avant le rouge, le blanc correctement. Le blanc est toujours au milieu, mais bon, c'est assez surprenant. Et justement, on a à notre droite, à environ une trentaine de mètres, les trois athlètes qui viennent de gagner ce 800 mètres T34 pour cette finale. Donc, ils sont en train de poser devant les photographes en brandissant leur drapeau Union Jack ou celui des États-Unis d'Amérique avec les 50 étoiles et les rayures rouge et blanche, tandis que dans le public de Charletti, justement, on a des drapeaux de la France qui étaient en train d'être brandis. Et d'ici, pourquoi ils ont été brandis? Parce que juste en face de nous, mon cher Paul, nous avons un Français qui va concourir dans la prochaine course, c'est dans 5 minutes. Donc il y a encore un petit peu de temps d'ici là. On va quand même se plonger déjà dans cette course, puisque c'est la seule échéance qu'on a à très court terme d'ici là. Bon, on a encore une Britannique qui fait durer le plaisir tout simplement. J'imagine que c'est Cockcroft qui doit être en train de savourer le moment avec les photographes qui brandit encore l'Union Jack dans son dos. Le drapeau britannique, drapeau du Royaume-Uni qui lui est enlevé maintenant, et elle va se diriger vers la zone de presse et laisser libre place maintenant sur la piste aux hommes qui vont courir le 800 mètres. Ce ne sera pas une finale comme ça a été le cas pour les femmes à l'instant. Ce sera la première série, il y en aura 3 que nous vous commenterons. Ce seront les 3 dernières courses de cette soirée ici à Charletti. Donc les 3 séries de ce 800 mètres fauteuil avec donc des Français, on l'a dit. Ils seront 2 je crois, les Français. J'ai un doute s'il y en a un sur la deuxième série. Non, il n'y en a pas sur la deuxième série, donc ce sera bien 2 Français. Et donc un sur la première série, il s'agit de Julien Casoli, qui est vice-champion d'Europe en titre et qui avait terminé 6e en 2019 dans le 800 mètres T54. Donc il ne figure pas vraiment parmi les favoris de cette compétition. On va quand même les présenter, ces 8 athlètes. C'est 7 en dehors de Julien Casoli. On aura donc tout d'abord, pour représenter l'Australie, dans le couloir numéro 2, Luke Bailey. Ensuite dans le couloir numéro 3, Julien Casoli, vice-champion d'Europe. Nous aurons ensuite dans le couloir numéro 4
Atiwat Paeng Nuea pour la Thaïlande. Le chinois dans le couloir numéro 5, Yang Wu. Nous aurons ensuite dans le couloir numéro 6 le britannique Nathan Maguire, le finlandais Leo-Pekka Tati dans le couloir numéro 7. Et pour conclure cette première série, dans le couloir numéro 8, tout à l'extérieur de ce virage de Charletti, se tiendra le Mauricien Cédric Ravet. Et là vous entendez évidemment la clameur du public du stade Sébastien Charletti au moment de l'annonce et de la présentation du Français Julien Cazoli, qui courra donc couloir numéro 3. On a beaucoup de maillots, de couleurs et beaucoup de maillots différents ici sur cette ligne du départ du 800 mètres T54 dans cette première série. On aura dans le premier couloir donc, pour l'Australien Luke Bailey un maillot de couleur vert foncé. Ensuite du côté de Julien Cazoli, notre Français, et son couloir numéro 3 c'est un maillot évidemment blanc avec les épaulettes bleu, blanc, rouge aux couleurs du drapeau tricolore. Dans le couloir numéro 4 on aura Atiwat Paeng Nuea qui arborera lui un maillot de couleur bleu foncé. Pour la Chine, dans le couloir numéro 5 c'est un maillot rouge que portera Yang Wu avec quelques touches de jaune. Pour la Grande-Bretagne, Nathan Maguire arborera lui un maillot de couleur violet. Au couloir numéro 7, on aura pour la Finlande un maillot de couleur bleu clair. Et enfin pour la Maurice un maillot noir. Bel arc-en-ciel sur la piste de Charletti. Le départ de la course est imminent. Et c'est très bien parti, notamment du côté du Thaïlandais, du Finlandais, du côté dans le couloir numéro 7, qui est déjà très en avance. Il est même bien talonné par Nathan Maguire, dans le couloir numéro 6, le Britannique, qui le suit de très près. Attention aussi, c'est très serré. On a un bon retour là du Chinois Yang Hu qui vient se placer à la hauteur de la tête avec le Finlandais Tati, qui va perdre. Non, il la conserve quand même, sa première position pour l'instant provisoire. Le peloton qui est bien ramassé alors on est même au milieu du deuxième virage. On va bientôt arriver à la fin de ce virage justement pour attaquer la deuxième ligne droite, celle de départ arrivée qui passe devant la tribune. Il faut encourager notamment notre Français Julien Cazoli, qui est bien blotti dans les roues arrière du Thaïlandais. Le Thaïlandais qui reste à l'intérieur pour protéger sa position face au Chinois Yang Wu qui pousse un petit peu. On est dans la moitié du deuxième virage. On va bientôt attaquer même la prochaine ligne droite avec toujours en tête donc le Thaïlandais Atiwat Paeng Nuea qui est vraiment en train de prendre la tête. Le Français est toujours bien placé dans cette série. Toujours bien placé à la 4e place, juste derrière Maguire qui lui est 3e. Il est en train de se faire un petit peu distancer là, Cazoli justement. Malheureusement il reste pourtant bien à l'intérieur. Il est parti large, le Britannique, pour essayer d'aller chercher le Chinois, mais ça ne va pas être suffisant. C'est bien le Thaïlandais qui va s'imposer, suivi du Chinois et du Britannique. Julien Cazoli finit à la 3e place. Les 3 hommes de tête qui ont vraiment terminé de manière très proche. Et donc Julien Cazoli, notre Français, qui termine à la 4e position de ce classement. On rappelle que les 2 plus rapides des 3 séries seront qualifiés eux aussi pour la finale. On va voir si ce temps est suffisant. Ça risque d'être compliqué quand même pour le Français qui termine donc derrière Paeng Nuea, Yu et en 3e position le Britannique, c'est le Britannique qui a terminé 3e. Il a terminé 3e avec une 33. Ah non, pardon, ça c'est le Chinois qu'on nous montre. Une 33-18. Voilà, Nathan Maguire. C'est une assez bonne marque pour l'instant. On va attendre de voir le classement du Français, enfin de voir surtout son temps. Le classement, il est 4e, c'est certain. Une 34-29 pour Julien Cazoli. Il va falloir que ça tienne pour la suite du concours. Oui, puisqu'il y a 2 séries qui vont avoir lieu juste après et dans quelques instants même. Une 34-29 donc. Et c'est le Finlandais Tati qui a terminé à la 5e position. Bailey, l'Australien, à la 6e. Ravet, le Mauricien, à la 7e position. Et donc, pour terminer... rien du tout, parce qu'ils étaient 7. Donc c'est le Mauricien qui a terminé la dernière position. Alors que juste en face de nous, Julien Cazoli vient d'effectuer son tour de relâchement qui est, je pense,
comme tour de relâchement plus rapide que nous, ce que nous avons pu faire dans la course des médias, parce que nous étions en pleine vitesse. Hein. Et là, donnée assez intéressante, donc le Thaïlandais qui arrive premier est pas très loin du record du championnat, qui n'est qu'à 1 minute 32 secondes 81 centièmes. Là on est à 1 minute 32 secondes et 97 centièmes pour le Thaïlandais, c'est que 16 centièmes derrière. Le record du championnat peut, et j'ai même un peu mouillé, va tomber dans ce championnat du monde 2023. C'est une belle prise de risque, Hugo, alors que les prochains athlètes, les 7 autres athlètes vont venir se placer sur la grille de départ. On cherche Freddie Mercury des yeux parce qu'il est en train de faire vibrer les spectateurs du stade Charletti. Oui, on est en train de les filmer du côté des caméramans parce que on essaye de faire participer le public tout simplement lors de cette musique qui est en train d'être entraînée dans ce stade Charletti. Il faut bien occuper ceux qui n'écoutent pas l'audio description et qui n'ont pas toutes les données, toutes les informations que l'on peut vous apporter sur ces commentaires. Là pour l'instant on est sur le tour de chauffe. L'échauffement pour les prochains athlètes de la deuxième série du 800 mètres T54 masculin, avec largement en tête un Britannique. Il s'agit de Daniel Sidbury qui prend pas trop son temps là sur cet échauffement. Attention à pas se cramer. Oui, parce qu'on a un 800 mètres, donc c'est cette deuxième série, ça va être long de 800 mètres. Il va falloir tenir dans ces 2 tours de terrain. C'est 2 fois 400 mètres, donc c'est une distance assez longue hein, pour ces différents athlètes. C'est 6 athlètes qui vont venir se placer donc dans leurs couloirs respectifs. À noter que là aussi, les coureurs en fauteuil ont le droit, une fois le départ lancé, de rejoindre le couloir numéro 1 pour être au plus proche hein, de la courbe de cette piste et ne pas avoir une distance plus longue à faire. Le Chinois est le deuxième à venir se positionner dans son couloir numéro 8, tout à l'extérieur de la piste du stade Charletti. Il est en train de... Oula, il est sur les roues arrière seulement, pour le moment de s'arrêter. Beau numéro d'équilibriste de la part du Chinois. Ça continue à danser, à taper dans ses mains dans les arènes du stade Charletti, alors qu'on va effectuer la présentation des différents athlètes, les 6 athlètes qui sont pour l'instant sur la ligne de départ. On aura dans le couloir numéro 3 Daniel Sidbury, donc avec son dossard numéro 485, qui partira avec son maillot de couleur violet et son casque voilà, bien profilé. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de trou dans ce casque et il est prévu pour la course. On ne voit même pas ses yeux puisqu'il y a au Britannique, puisqu'il y a une vitre tout simplement teintée devant ses yeux pour ne pas en... voilà, quand il va être à une forte vitesse, forcément il va rencontrer une forte obstruction au vent. Les athlètes qui ont des casques très profilés et tous différents d'ailleurs, certains qui ont des trous d'aération, d'autres pas. Ces casques qui sont presque semblables à des casques de vélo de route, et pour ceux qui sont les plus profilés, même des casques de contre-la-montre qu'on a l'habitude de retrouver sur les routes, notamment du Tour de France, mais d'autres compétitions de cyclisme. Exactement, dans le couloir numéro 4, on aura Faisal Al-Reji pour le Koweït, qui arbore un maillot de couleur bleu foncé avec le chiffre de son couloir sur son casque de couleur noire, c'est-à-dire le couloir numéro 4. Il a des roues de couleur noire pleines avec des motifs blancs dessus en forme de yin et de yang un peu. Ensuite à sa droite, un peu plus devant lui, on aura le Thaïlandais Sechon Kongjen pour la Thaïlande. À sa droite encore, on aura le Japonais Tomoki Suzuki qui s'élancera dans le couloir numéro 6 avec son dossard numéro 696. Dans le couloir numéro 7 avec son dossard numéro 72, on aura l'Australien Samuel Rizzo avec son maillot de couleur vert. Et enfin, dans le dernier couloir, tout à droite, couloir numéro 8, c'est Ying Zhang qui s'élancera pour la République de Chine et qui tentera de briller pour les couleurs de cette nation, qui est pour l'instant deuxième au classement provisoire au tableau des médailles. Mais on distingue bien 2 favoris dans ce
dans cette starting list pour l'instant. Ces 6 athlètes, on aura d'un côté à l'intérieur pour l'instant dans le couloir numéro 3 et 4, Daniel Silbury et Faisal Al-Rigi qui semblent être bien au-dessus de leurs concurrents. Et donc ils sont prêts, ils sont déterminés à se lancer dans cette course. Et il ne faut pas confondre, non, ce sont 2 Thaïlandais qui sont... non, c'est un Koweïtien et un Thaïlandais. Oui, un Koweïtien, pardon, et un Thaïlandais, et qui ont deux maillots de couleurs similaires. Alors qu'ils sont partis tout de suite dans cette course, ça vient de commencer, c'est un départ déjà très fort pour Daniel Silbury dans son couloir numéro 3, suivi à sa droite comme prévu par Faisal Al-Rigi qui prend tout de même un départ moins bien que prévu, et c'est le Thaïlandais Seichon Kongjeng qui sort bien de son premier virage, alors que derrière on est largué du côté de Samuel Rizzo. Et ça va être compliqué pour revenir, même si on le rappelle, il y a 800 mètres. Il arrive à l'entrée de ce deuxième virage à recoller au peloton, à prendre l'aspiration du Koweïtien Faisal Al-Rigi, qui est pour l'instant en avant-dernière position. Et c'est le Japonais Tomoki Suzuki qui mène, alors qu'on aborde la ligne d'arrivée. Ça y est, on est aux 50 mètres de la ligne d'arrivée. Il va rester un tour, alors que Daniel Silbury est en embuscade derrière le Japonais. Derrière lui, on a donc le Koweïtien Faisal Al-Rigi qui est bien remonté et qui est dans les échappements de Daniel Silbury, le Britannique. On vient de sortir du second virage. Et ça y est, Daniel Silbury qui enclenche la deuxième vitesse, qui est parti, suivi dans ses roues par Seichon Kongjeng, le Koweïtien, donc Faisal Al-Rigi, excusez-moi. Et ça va se jouer entre ces deux-là, hein, même si le Thaïlandais Seichon Kongjeng est bien derrière le Koweïtien. Ça va se jouer entre les deux hommes, hein, le Britannique ou le Koweïtien. Ça va se jouer à la photo finish. Attention au Thaïlandais aussi qui remonte fort, mais non, ce sera bien le Koweïtien et photo finish hein, pour la deuxième place. Oui, pour le Britannique et le Thaïlandais, Daniel Silbury qui déçoit un peu dans cette course. Alors que le Koweïtien a pris vraiment les devants pour la première, ça c'est assez évident. Il y a une bonne roue d'écart entre les deux, mais par contre, c'est vrai que pour la deuxième position, c'est super serré. Oui, et on va avoir du temps avant d'avoir cette deuxième et troisième position à mon avis. Mais 1 minute 32 et 92 centièmes pour Faisal Al-Rigi qui a bien poussé hein, sur cette dernière ligne droite. On est plus rapide que tout à l'heure pour la première série qui tournait en 1:32,97. Tout à l'heure, donc on a le deuxième, ça y est, c'était marqué. Je crois que c'est le Thaïlandais qui est arrivé deuxième. Ouais, c'est ça, c'est Kongjeng qui est arrivé deuxième. Donc Silbury arrive à la troisième position, 1:33,07. On va attendre le résultat du coup du quatrième de cette série pour voir si ça peut passer ou pas pour le Français. On rappelle le Français qui était ça fait 1:35,29. Donc le Français est pour l'instant en bonne position avec ses 1:34,29. Et Julien Cazoli qui a donc toujours l'espoir d'être qualifié pour cette finale. 1:35,34 pour le Chinois Zhang qui termine à la quatrième position. Devant le Japonais Tomoki Suzuki et l'Australien Samuel Rizzo à la dernière place, qui est donc la sixième. On voit les athlètes à notre gauche qui regagnent la ligne d'arrivée. Ils sont en peloton. On voit le Japonais épuisé, hein, forcément. C'est lui qui a mené le peloton pendant un bon tour et demi avec son maillot de couleur rose fluo. Il est exténué, le Japonais. Il est penché voilà, sur son fauteuil, tandis que Daniel Silbury, lui derrière, est bien debout, droit sur son fauteuil. Mais attention, puisque bien que ce soit le favori, il est pour l'instant pas en place de sécurité pour rejoindre la finale. Il va falloir attendre d'avoir les temps de cette dernière série. Et ce serait vraiment une déception pour lui, le Britannique, de ne pas être dans cette finale, alors que c'est vraiment le favori. C'était le favori de cette série et l'un des grands favoris des 3 séries confondues. Et la troisième série qui va commencer d'ici quelques instants. Les athlètes qui vont la courir justement sont en train de rentrer sur le stade de Charletti, sur la piste. Ils étaient dans le couloir jusque-là, en train de patienter avec, j'imagine, beaucoup de stress pour certains d'entre eux. On dirige les athlètes de la série numéro 2 vers la zone de presse pour qu'ils aillent en zone mixte. On voit même un des officiels, un bénévole qui tend les bras pour montrer aux athlètes qui viennent d'arriver qu'il faut continuer sur la piste
et aux athlètes pour faire en fait une frontière entre les athlètes de la précédente série et celle de la suivante qui arrive. Et dans cette suivante série, il y aura un autre Français avec enfin, on va le présenter dans quelques instants, mais pour l'instant la série n'est pas tout à fait prête à commencer. Elle commence dans encore 8 minutes, donc on va un peu vous décrire ce qui se passe autour de nous dans ce stade Charletti. Voilà, le stade est un peu plus vide que tout à l'heure. Bon, évidemment, la nuit approchant petit à petit, presque 21h, 20h50, 9. Évidemment, le monde commence un petit peu à partir. On a vu que ça avait commencé à se désemplir au moment de la fin du saut en longueur. Côté lancé, on n'a plus qu'une seule compétition, je crois, de ce que je vois, qui est en cours, sinon 2. Mais on sera aussi sur la fin de ce côté-là. En tout cas, on vous laisse suivre ces 2 compétitions, s'il y en a 2 ou s'il y en a qu'une. Vous pouvez les suivre sur l'autre canal d'audio description. Donc, ce sera commenté par Tao et Oscar. Et donc, on va présenter ces athlètes qui se présentent pour cette 3e série. Oui, au niveau lancé, vous avez un Français si vous voulez suivre. Il s'agit de Kava Kava en lancer de poids qui va s'élancer. Ça suit du côté de l'autre canal. Nous, on a un Français également de notre côté et il va partir couloir numéro 8 et on va partir de lui justement pour la présentation des athlètes. On va faire à rebours cette grille de départ avec donc Thibaut Dora, le Français qui va partir couloir numéro 8. On aura juste à l'intérieur, à sa gauche, dans le couloir numéro 7, l'Autrichien Ludwig Malter. Dans le couloir numéro 6, l'ultra favori, que dis-je, le presque déjà vainqueur s'il n'y a pas de blessure ou de couac ou de tonnerre qui s'effondre sur Charletti. Il s'agit de Marcel Hug. On aura ensuite dans le couloir numéro 5 le Thaïlandais Prawat Waoram. Dans le couloir numéro 4, le Chinois Yanqiang Dai. Et ensuite dans le couloir numéro 3, l'Australien Jake Lapin. Recordman du monde d'Océanie. Recordman du monde d'Océanie, décidément ça n'existe pas. Le Chinois, série très disputée malgré tout, malgré le fait qu'il y ait la présence de Marcel Hug. Marcel Hug, qui est le recordman du monde de cette catégorie, qui est vice-champion du monde et champion paralympique. Il a déjà 2 médailles d'or autour du cou dans ces championnats du monde. C'était en 1500 mètres et en 5000 mètres qu'il a complètement pulvérisé. On peut s'attendre à ce qu'il fasse la même chose sur ce 800 mètres ce soir. Il a 6 médailles d'or olympiques, 12 médailles d'or mondiales. C'est absolument colossal. Il est ultra favori évidemment comme je le disais tout à l'heure, mais la série reste quand même très disputée avec notamment une bonne dispute pour la 2e position entre potentiellement le Chinois Yanqiang Dai qui est médaillé d'argent à Tokyo derrière Marcel Hug et donc Jake Lapin qui est le recordman d'Océanie avec ses 1:30 et 1:60. Voilà, c'est vraiment les 3 temps les plus marquants avec celui également du Thaïlandais Prawat Waoram qui tournait cette année en 1:29.99. C'était son meilleur temps de sa carrière, son meilleur temps personnel. Du côté des couleurs des maillots pour les athlètes, on a beaucoup de couleurs encore une fois avec dans le couloir numéro 3 l'Australien Lapin Jay qui arbore un maillot de couleur vert foncé. À sa droite pour la Chine un maillot de couleur rouge avec des petites touches de jaune et un casque vert fluo. À sa droite le Thaïlandais Prawat Waoram a un maillot de couleur bleu clair et un casque de couleur rose. Le Suisse quant à lui a un maillot de couleur rouge et évidemment un casque blanc. Son casque argenté même dans lequel se reflètent toutes les lumières du stade Charletti qui s'allument petit à petit et qui est très vraiment c'est sa signature, on le reconnaît à ça Marcel Hug. Et ensuite à sa droite l'Autrichien Ludwig Malter qui a lui aussi un maillot rouge et blanc. Et enfin dans le 8e et dernier couloir Thibaut Dora le Français avec son célèbre maillot blanc aux épaulettes bleu, blanc, rouge. Voici pour les présentations, les couleurs, encore beaucoup de couleurs ici sur cette piste
de Charletti. Ça va être assez compliqué de voir entre le Chinois et le Suisse si on se tient qu'à la couleur. Mais bon, étant donné que Marcel Hug a pour habitude de prendre les devants, ça risque de ne pas être aussi compliqué que ça de le repérer. Et on va vous faire vivre le départ dans le silence. Et ça y est, c'est parti, ça pousse très très fort. Justement, Marcel Hug a pris son temps. Il n'est pas non plus parti sur un rythme effréné. De son côté, Thibaut Duras, lui, est dans son rythme également. 800 mètres à parcourir, l'objectif c'est pas de tout donner dans les 100 premiers mètres évidemment, c'est une logique implacable. Ça y est, les athlètes peuvent se regrouper maintenant à la corde de la piste. Il y en a un qui est bien largué, derrière c'est Ludwig Malter, l'Autrichien, qui a désormais on va dire 10, 15, même 20 mètres peut-être de retard sur le reste du peloton, qui est pour l'instant emmené par Marcel Hug et son casque argenté. Il a l'air facile pour l'instant, le Suisse là. Derrière lui se trouve à l'intérieur l'Australien Lapine sur sa droite, est en train même de le doubler, le Thaïlandais Wahoram à l'intérieur. Même le Français là, Thibaut Duras, qui prend la roue de Wahoram et qui essaie de venir se porter à la hauteur de Marcel Hug, mais il est un petit peu bloqué, le Français, pour l'instant. On va évidemment se pencher sur son temps et voir s'il termine ou pas dans les 3 premières positions. L'Australien à l'extérieur du Français est en train de le doubler. C'est le Chinois aussi qui vient prendre une bonne option pour la 3e place. Marcel Hug est toujours à l'extérieur du virage, juste derrière le Thaïlandais Wahoram. On attaque les 100 derniers mètres désormais avec donc Marcel Hug qui va pouvoir porter son accélération. Il vient de mettre son steering en ligne droite et va pousser très très fort sur ses roues. Il prend évidemment l'avantage sur le Thaïlandais qui conserve la 2e place. Attention au Chinois qui revient très très fort, et c'est le Chinois qui termine 3e. Le Français, il me semble, termine à la 4e place. C'était très très juste avec l'Australien Lapine qui lui a essayé d'accélérer dans les derniers mètres. Thibaut Duras a vraiment perdu beaucoup de temps et beaucoup de positions dans ces 100 derniers mètres, dans ce sprint final qui a été très élancé. Voilà, c'est une série qui était très très lente, hein. On a tourné en 1:35. Ça dénote bien des autres de tout à l'heure qui se sont tournés en 1:32 pour les plus rapides, en plus de 1:32,90, autour des 1:32,90. Là on est à 1:35 passé pour Marcel Hug. C'est dire à quel point c'était facile pour lui. Et on va se pencher donc sur le temps du Français qui a terminé à la 5e position du coup. Oui. Et ça va être compliqué pour lui. Thibaut Duras, il est resté dans le peloton un bon bout de temps, mais il s'est fait distancer à mesure que les favoris, et notamment Marcel Hug, se détachent de ce petit peloton. Il s'est formé et ça va être difficile au niveau du temps. 1:36,60, il y avait un petit centième entre lui et l'Australien. L'Australien a terminé en 1:36,59 et le Français en 1:36,60. Il me semble que ça va être juste pour lui d'aller dans la suite de la compétition, étant donné que cette série a été vraiment très très lente pour lui. C'est vraiment dommage. Je vais simplement regarder la suite de la compétition pour cette catégorie. C'était la dernière course de la soirée. Ouais, comme il n'y a qu'une seule finale et pas de demi-finale. Ah non, pardon, il reste encore une finale justement. C'était la dernière course que j'avais préparée pour la soirée. Mais il y a une finale. En tout cas, donc je pense que ça va être. Le Français ne sera pas qualifié pour la suite de la compétition, pour la finale. Pas le Français, Thibaut Duras. Mais par contre, on retrouvera bien Julien Casoli, qui lui a effectué le meilleur des autres temps de la série dans la série numéro 1, et le meilleur des autres temps des non qualifiés directement, toutes séries confondues, en 1:34,29. Donc on aura bien un Français en finale du 800 mètres T54 masculin. Oui, on le voit un peu déçu, le Français Thibaut Duras, ainsi que son entraîneur Florian Delaunay, qui est un peu déboussolé à l'issue de cette course. Donc le Français qui ne va pas être qualifié pour la finale, et on va donc pouvoir se pencher du côté du 4 x 100 mètres relais. La suprématie a été confirmée du côté du Suisse Marcel Hug, qui a terminé bien devant du côté de cette dernière série. Ce qui est surprenant, c'est vraiment il a vraiment mené une course
dans la gestion en fait, vraiment dans la gestion, et les autres concurrents n'ont pas osé l'attaquer, et c'est à mon avis pour ça que la compétition n'a pas, cette série là n'a pas été aussi vite que les autres, parce que Marcel Hug a décidé de gérer et savait qu'on n'allait pas le doubler, parce que de toute façon s'il allait doubler, il allait mettre les bouchées doubles et serait passé devant de toute manière. C'est un champion de sprint, c'est un champion dans les grandes distances. C'est la distance la plus courte dans laquelle il excelle, le 800 mètres, mais il est quand même très performant et il fait très peur à ses concurrents. Effectivement, il a été devant pendant un bon bout de temps et on n'osait pas le dépasser, et ça s'est même regardé derrière un peu. C'est la raison pour laquelle ça a été un peu plus long, puisqu'on n'osait pas vraiment attaquer le Suisse, et pourtant il a quand même gagné. Bon, on aura quand même une qualification française et c'est une bonne nouvelle dans cette finale. La prochaine course se prépare doucement mais sûrement. Les starting blocks sont en train d'être installés pile en face de nous, en dessous de nous même, dans l'entrée du virage numéro 1 de cette piste ici au stade Sébastien Charletti. Les starting blocks doubles sont en train d'être installés, étant donné qu'on aura droit à une finale, un relais du 4x100 mètres. Donc il y aura plusieurs athlètes avec plusieurs catégories de handicap. Et il va falloir revenir un petit peu sur tout ça, parce que je pense que c'est relativement peu clair les relais en para-athlétisme. Oui, et donc juste avant de passer à l'explication du relais, on va peut-être faire un tour du côté des classifications, puisque c'est toujours important de rappeler ces classifications, étant donné que là on a beaucoup d'athlètes de classifications différentes. Et dans ces classifications, on a une division qui s'opère d'une part entre les épreuves qui se déroulent sur la piste ou sur le terrain. Donc on a d'un côté la track, la piste qui forme la lettre T, et toutes les épreuves de saut et de course, principalement du saut en hauteur, du saut en longueur et des courses de différentes longueurs. Et d'un côté le terrain, donc les épreuves de lancer que vous pouvez suivre, je le rappelle, sur l'autre canal en audio description. Et donc ensuite on va ajouter à ce chiffre, donc T ou F, suivant les épreuves, un chiffre. Donc de 11 à 13, on aura les athlètes déficients visuels, que ce soit T ou F, les athlètes de la track ou du field, de la piste ou du terrain. Ensuite de TF 20, ce sont les athlètes déficients intellectuels. TF 32 à 38, ce sont les athlètes paralysés cérébraux ou assimilés comme tels. De TF 40 à 41, ce sont les athlètes de petite taille. De TF 42 à 47, ce sont les athlètes amputés ou assimilés comme tels, sauf les appareillés de membres inférieurs. De T51 à T57, ce sont les athlètes en fauteuil. De F51 à F57, ce sont les lanceurs en fauteuil. Et enfin, de T ou F 61 à 67, ce sont les athlètes amputés de membres inférieurs et appareillés. Alors là on a le départ du 4x100 mètres qui est en train de se mettre en place, et bien là il va falloir expliquer, parce que je vois des déficients visuels, des athlètes avec des prothèses, des fauteuils roulants. Comment ça se passe? Effectivement, donc on a différentes classifications. On a d'un côté des déficients visuels, donc qui vont prendre part en première position avec un guide ou non. On voit par exemple le relais britannique avec Johnny Peacock qui va démarrer tout seul, voilà, puisqu'il a une classification de déficience visuelle qui est assez faible et qui donc l'autorise à courir sans guide. Ensuite on a d'autres déficiences visuelles plus loin. Non, ce n'est pas des déficiences visuelles, ce sont des athlètes qui sont soit amputés ou qui ont des déficiences au niveau des parties inférieures de leur corps. Tout à fait. Ensuite on aura d'autres athlètes déficientes dans le couloir, dans le troisième relais, et enfin on aura des athlètes en fauteuil roulant dans ce quatrième et dernier relais. Donc pour ce qui est des présentations, on va avoir... Et autre précision, c'est un relais mixte. Et oui, parce que là par exemple au départ on a 2 femmes et 2 hommes qui prennent le départ, et il faut à chaque fois alterner homme-femme, homme-femme. Ou femme-homme, femme-homme, mais en tout cas il faut qu'il y ait de part et d'autre 2 athlètes féminins, 2 athlètes masculins. Du côté des présentations, donc on aura dans le couloir numéro 1 et juste au niveau de la ligne d'arrivée le départ avec
le relais du Japon avec donc dans le couloir numéro 1, c'est la première athlète qui va effectuer son relais, c'est Tomoki Ikoma, accompagnée de son guide qui sont en train d'effectuer leur gamme, voilà, d'effectuer des petits départs d'échauffement. On est au niveau voilà, donc du milieu de ce virage. Dans le couloir numéro 3, on aura donc la Grande-Bretagne avec pour ce premier relais Johnny Peacock, voilà, que l'on voit derrière son plot en train de boire de l'eau. Lui qui arbore et tous les athlètes de cette délégation arboreront un maillot de couleur violet. Et je vois que dans la délégation, j'allais dire, mais non, mais dans l'équipe britannique, il y a Anna Cockcroft qui a couru il y a quelques instants seulement. Elle n'a eu que quelques minutes. J'ai même pas envie de dire une heure parce que ça me semble, son dernier passage était il y a vraiment pas longtemps pour se reposer et pour récupérer. C'est un élément qui est à prendre en compte absolument. Et oui, c'est un élément à prendre en compte puisqu'elle effectuera le 3e relais, donc Anna Cockcroft. Alors que voilà, donc couloir numéro 5, on aura le Brésil qui sera représenté du côté d'Ario Salvador Fernandez. Pour le 2e relais, on aura Ricardo Gomez, Fernando Da Silva pour le 3e relais et enfin Julia Dos Santos pour la course en fauteuil dans le 4e relais, ces derniers 100 mètres. Enfin, dans le couloir numéro 7, on aura le Canada avec leur maillot noir, avec Zachary Gringas qui effectuera ce premier relais. Derrière Austin Smith, Bianca Borghella, Marissa Papa Constantinou. Le départ de la course est imminent. On a essayé d'occuper comme on pouvait les spectateurs de Charletti en leur lançant des t-shirts. et ça y est, maintenant il n'y aura plus besoin de meubler puisque la course va pouvoir commencer. Et d'abord évidemment par la présentation des délégations, non pas des athlètes, mais bien des équipes et des nations qui vont être représentées et qui vont courir. Et justement, dans ces nations, il y en a 2 qui sont absentes, c'est la délégation chinoise et la délégation américaine, puisqu'elles ont tout simplement été disqualifiées dans leur série et ne participeront donc pas à cette finale, alors que c'était les 2 grands favoris, immenses favoris même de cette finale. Effectivement, c'était les 2 grands favoris. Et les Français ont failli profiter de ces doubles abandons, mais non, parce que les Français là maintenant sont les derniers du coup à pouvoir être qualifiés, ont terminé du coup 5e de ces demi-finales. Et grâce donc à la disqualification de la Chine et des États-Unis d'Amérique, c'est la Grande-Bretagne et le Brésil qui se sont imposés dans leurs 2 séries respectives et qui font donc office de favoris pour ces séries, même si la Grande-Bretagne semble tout de même au-dessus. On a vraiment le gratin du para-athlétisme britannique avec évidemment Johnny Peacock, Zachary Shaw, Anna Cockcroft qui a donc couru tout à l'heure et Sophie Anne pour le dernier relais. Et ça c'est peut-être l'élément qui va justement rapporter un petit peu de sel dans la soupe, c'est-à-dire le fait que Cockcroft soit plus tout à fait fraîche physiquement, ça va peut-être permettre d'avoir du spectacle et d'être vraiment d'avoir un petit peu plus un peu plus serré pour eux, parce que Cockcroft du coup a participé au relais ce matin, cet après-midi a couru dans sa compétition, on l'a vu tout à l'heure, et maintenant court ce soir pour cette finale du 4 x 100 mètres. Donc ça peut être intéressant justement, ça va certainement équilibrer un petit peu entre les Britanniques et le Brésil. En tout cas, il ne va pas falloir louper son premier relais parce qu'évidemment on va partir avec du retard sinon dans cette course. Et on a pu l'expérimenter, c'est une façon assez originale de passer le relais. Il n'y a pas de témoin évidemment puisqu'il y a des déficiences visuelles, donc on se tape juste dans la main ou dans le dos. Et pour les passages de témoins, les contacts, comme vous venez de le dire, ce sont les guides, quand il y en a, notamment pour les déficients visuels, qui donnent le passage de témoin en tapant sur le dos de l'athlète suivant, et non pas les athlètes eux-mêmes qui se transmettent. On demande le silence ici à Charletti dans cette dernière épreuve de course de la journée. Les athlètes qui vont donc se mettre dans leur starting block pour ceux qui démarrent. Et on voit là juste devant nous Johnny Peacock qui a ses pieds sur les starting blocks, qui va placer ses mains derrière la ligne. Du côté des Brésiliens, on a vu le guide placer son athlète. Et on va partir dans quelques instants. On va demander aux athlètes de se lever. Le pistolet est dans le ciel de Charletti.
Voilà, c'est parti et on est parti dans cette course déjà avec un gros départ de la part de Johnny Peacock dans le couloir numéro 3 pour la Grande-Bretagne. On va sortir devant les Brésiliens et on va passer le relais du côté de Sophie Anne. Sophie Anne, oh là là, c'est largement devant, ça part très fort pour les Britanniques. Extrêmement fort et ça va passer le relais du côté de Zachary Shaw, il me semble. Dans ce troisième relais, les Britanniques qui sont toujours devant, suivis par le Canada, il me semble, dans le couloir numéro 7. Ça va passer le relais du côté de Anna Cockcroft. Donc ce dernier relais. Et attention, puisque dans le couloir numéro 3, c'est le Canada qui a bien encaissé ce troisième relais et qui donc permet de passer devant. Il y a eu... oh là là, le Brésil qui loupe la médaille. Le Brésil qui loupe la médaille, c'est un cataclysme presque. Oh, quelle course des Canadiens. Le troisième relais qui a été absolument décisif pour eux dans le couloir extérieur. Et même derrière la dernière athlète qui a complètement assuré le coup. Et oui, en plus la Grande-Bretagne qui doit être déçue puisque le troisième relais a été complètement manqué. Les Canadiens qui étaient derrière à l'entrée de ce troisième relais, là, à l'entrée de ce second virage, et qui ressortent devant. Donc qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et Cockcroft n'a pas non plus réussi à revenir derrière. Elle n'a pas vraiment performé. C'est très intéressant de voir ça. Vraiment, c'est quelque chose qui a changé la donne et qui a empêché les Britanniques, alors déjà d'avoir la victoire, mais en plus d'accrocher la médaille d'argent. Et du coup, ils terminent juste en bronze. Pourtant, on a vu donc Sophie Anne dans ce deuxième relais aller à une vitesse fulgurante devant toutes les autres athlètes. C'était vraiment impressionnant de voir ce relais-là. Et oui, donc la Grande-Bretagne qui n'a pas réussi à terminer à la première place, c'est le Canada en 47 secondes 26, suivi par le Japon en 47 secondes 96, et la Grande-Bretagne en troisième position à 48 secondes 07, suivi par le Brésil environ 15 centièmes derrière. On va donc donner un drapeau japonais du côté du Japon puisqu'il termine à la seconde place de ce classement. Il y aura forcément de la déception du côté de la Grande-Bretagne. On a vu Johnny Peacock tentant de réconforter Anna Cockcroft, évidemment, même si voilà, elle a quand même le sourire. Oui, elle a quand même le sourire. Mais il est venu la voir, évidemment, puisque tout s'est joué dans cette dernière ligne droite et c'est souvent la position la plus compliquée dans un passage de relais, c'est de terminer, puisque tous les espoirs se jouent sur cette dernière ligne droite, ce dernier 100 mètres. Alors que c'est le Canada qui a tiré profit donc de ce 400 mètres et de ce troisième relais surtout qui a été vraiment fulgurant. Il me semble que c'est Bianca Borghella qui a été dans ce troisième relais. Et on voit la délégation japonaise avec le drapeau japonais posé devant les photographes. À leur droite, on a la délégation de Grande-Bretagne, la délégation britannique. Et à leur gauche, le drapeau canadien, brandi par Zachary Gringas, Austin Smith, Bianca Borghella et Maïssa Papa Constantinou. On se rappelle donc cette victoire du Canada devant le Japon et la Grande-Bretagne en troisième position. Et c'était la dernière course de la soirée, même de la journée. Merci beaucoup de nous avoir suivis ici au Stade Charletti. On espère vous retrouver demain évidemment. Alors petit rappel de ce qu'on va pouvoir retrouver demain matin dans la dernière journée déjà de ces championnats du monde de para-athlétisme. Il y aura la finale du javelot F54 féminin, la finale du lancer de poids F34 masculin, la finale du saut en longueur T20 masculin, la finale du saut en longueur T13 masculin. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont... Ah, il y aura deux finales en même temps sur les deux bacs à sable, d'accord, on n'avait pas encore vu ça dans ces championnats du monde. La finale du 1500 mètres T20 masculin, la finale du poids F40 féminin, et encore beaucoup d'autres finales. J'espère, j'ai un peu perdu le fil sur ma fiche. La finale donc du lancer de poids. Non, ça c'est pour demain, 1500 mètres. Des séries de 200 mètres T12 féminin, des séries de 200 mètres T37 féminin, des séries de 200 mètres T47 féminin, des séries de 100 mètres T47 masculin, des séries de 100 mètres T35 féminin pour clôturer cette matinée, une finale de 800 mètres T34. Voilà pour le programme de demain. On espère vous voir nombreux sur ce Stade Charletti. Merci Paul d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, merci à tous les auditeurs.
et auditrices qui étaient présentes ce soir pour cette belle soirée. On a vu des records, on a vu des belles courses, on a vu des beaux lancers et on a vu des beaux sauts aussi du côté du saut en longueur. Donc merci à toutes et à tous et bonne soirée. Oh alors, attention, attendez, ne nous quittez surtout pas, on a vu oh là, le gros retournement de situation, une disqualification. Alors on n'arrive pas à voir qui c'est qui s'est disqualifié, mais en tout cas les Brésiliens qui avaient terminé 4e de la course de 4 fois 100 mètres sont finalement 3e, c'est le Canada qui avait la victoire en main, le Canadien qui sont complètement éliminés. Ah bah c'est complètement fou, le retournement de situation, il fallait rester avec nous jusqu'à la dernière seconde pour avoir cette information. Donc les Brésiliens qui brandissent leur drapeau et qui vont finir la soirée bien mieux que les Canadiens qui rentreront chez eux avec la déception de voir la finale et la médaille d'or leur glisser entre les doigts. Et selon nos premières informations, c'est un problème de passage qui est dû un passage de relais donc, qui a été causé entre la délégation canadienne et entre les différents athlètes. On les a vus rentrer rapidement au vestiaire, les Canadiens, on n'a pas réellement compris pourquoi et maintenant on comprend, c'est parce qu'ils sont disqualifiés et c'est donc un nouveau podium qui se joue avec le Japon en première position, la Grande-Bretagne en seconde position et enfin le Brésil. Et on voit des Brésiliens très contents, même pleurer de joie. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. On est encore très heureux de vous avoir commenté toutes ces épreuves qu'il ne fallait pas rater jusqu'au bout et jusqu'à la fin. Et là, pour le coup, c'est rien de le dire. Excellente soirée à vous, messieurs, dames.